Ce matin, nous sommes encore là dans le cadre de nos sensibilisations et du mentorat parajuridique que je déploie en milieu communautaire. Et les parties prenantes qui sont à l'extérieur, au plan régional, au plan mondial, ont demandé à ce que je fasse ça aussi en ligne pour leur permettre de mieux comprendre. Et qu'il ne faille pas que je fasse mes sensibilisations pour les Béninois seulement. Sur ce matin, nous allons partager un peu avec vous les complications probables liées à l'adoption de la position gynécologique, c'est-à-dire position couchée sur le dos quand on accouche. Donc la femme qui veut accoucher ne doit pas se coucher en position gynécologique parce que c'est une position dangereuse. Et quand nous le disons et que nous ne partageons pas avec vous les complications probables, on va se dire mais qu'est-ce que cette dame-là raconte? Dans le monde entier, c'est la position la plus utilisée. Et si c'est la position la plus utilisée, est-ce que c'est la position normale? Est-ce que c'est la position qu'il faut pour sauver la vie de la femme et du nouveau-né? Est-ce que ce n'est pas une violence obstétricale? Oui, c'est bel et bien une violence obstétricale. Le Haut Conseil à l'égalité de la France l'a notifié, l'Organisation mondiale de la santé l'a notifié, les activistes continuent d'en parler, les féministes aussi. Ce matin, je voudrais partager un peu avec vous le résumé qu'on a eu à faire après la revue de littérature sur les conséquences de la position gynécologique. Et s'agissant de la source, nous avons utilisé comme source la thématique préventionmédicale.org. Et là-bas, les gens ont parlé de lithotomie, prévention médicale posture. Très bien. Voilà la fiche. La fiche que nous vulgarisons souvent dans les congrès scientifiques depuis 2013. De 2013 à nos jours. Cette affiche s'est beaucoup promenée dans les congrès, tant au Bénin, et je dis au Bénin, au Niger en 2013, en Côte d'Ivoire en 2015, au Burkina Faso en 2016, en Guinée-Conakry en 2018, et Congo-Brazza, il y a tellement de dates. De toutes les manières, de 2013 à 2024, nous avons fait le tour. Nous avons présenté des communications dans les sociétés savantes. Quand les sociétés savantes, c'est-à-dire les sociétés de gynécologie obstétrique, organisent leur congrès scientifique, le SAP est toujours présent. Le réseau des soignants amis des patients. Avec la mise en conformité, on est devenu ASAP, Association des soignants amis des patients. Donc, quand vous voyez RSAP ou ASAP, c'est, la même association. Et étant à la fois sage-femme et juriste, j'aime partager les informations. Je vais vous lire un peu quelques complications. Déjà au niveau de la fiche est intitulée « Position gynécologique. Un tueur silencieux et dangereux pour la femme en travail et son fœtus. Méfaits de la position gynécologique ou lithotomie. Danger encouru par la parturiente et le fœtus. » Le RSA Bénin dit non à la lithotomie. C'est une ancienne fiche que j'ai ressortie et je voudrais partager un peu les informations avec vous. Quelles sont les complications? Quels sont les risques qu'on encourt quand on adopte la position gynécologique soi-même ou quand la sage-femme ou le gynéco dit à la femme, à la parturiente, c'est-à-dire à la femme en travail, de se coucher sur le dos pour accoucher? 1. La position gynécologique entraîne la lenteur du travail d'accouchement, l'intolérance posturale, la réduction du débit sanguin de l'utérus, qu'on appelle shear stress, compromettant la vascularité. L'augmentation de l'intensité de la douleur des contractions qui deviennent inefficaces. La forte compression de la veine cave et de l'aorte. Le risque accru de souffrance fœtale. La gêne. Non, on dit un gêne, non. Bref, prenez ce qui vous arrange. Au retour veineux fœtal. Engagement et descente fœtale difficile. Diminution de la force de poussée. Hémorragie de la délivrance. Et quand on sait que l'hémorragie de la délivrance est la première cause de décès maternel, si on comprend que la position gynécologique peut entraîner une hémorragie de la délivrance, si on veut vraiment sauver la vie de la femme qui accouche ou de la vie du nouveau-né, c'est-à-dire du naissant, on ne va pas faire adopter cette position dangereuse à la femme pendant qu'elle accouche ou pendant qu'elle est en travail. On a parlé de destruction du nerf saphène, la lésion du nerf fémoral et sciatique, les lésions musculaires, vasculaires, médulaires, les complications hémodynamiques, le risque de quadriplégie à long terme. Donc, une femme qui accouche en position gynécologique, elle dira, mais moi, je ne suis pas morte, je suis vivante. Et avec le temps qu'elle va faire sa quadriplégie, on ne pourrait même pas savoir que c'est lié au fait qu'elle a adopté une position gynécologique pendant qu'elle accouchait.
Il y a le déplacement antérieur de la moelle épinière par mise en tension de la dure-mère. Il y a l'étirement des vaisseaux spinaux. Il y a la diminution de la pression tissulaire, etc., etc. Il y a une trentaine de complications. Là, nous n'en avons cité que 17. Par sur la fiche, on n'a pas voulu faire 2 pages et ça a pu prendre 17 qui sont beaucoup plus en lien avec la femme en travail. Le mentorat parajuridique continue. Et nous sommes toujours sur la position gynécologique. La position gynécologique fait beaucoup de polémiques. Quand nous parlons de l'importance ou des bienfaits d'adopter les positions libres d'accouchement, les gens ne comprennent pas. Ils disent que la position gynécologique est la seule position qui est enseignée partout dans le monde entier et que c'est la vraie position, la bonne position. Ici, j'ai voulu partager un peu avec vous le contenu d'une thèse. Une thèse soutenue au Bénin, bien sûr, dans les années 2008-2009. Nous sommes en 2026. C'est une thèse qui a été soutenue. L'enquête a été réalisée à Omel, qui est devenu Chumel aujourd'hui. C'était l'hôpital de la mère et de l'enfant, aujourd'hui appelé Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Quel est le thème de cette thèse? Quel est le thème de leur recherche? Le sujet de recherche, c'est accouchement en position libre, version accouchement en position classique, à l'Omel de Cotonou, Bénin, à propos de 43 cas. Je préfère tel le nom de celui qui a soutenu, mais je voudrais quand même préciser que le professeur René Xavier Perrin, que nous connaissons très bien, et qui est un gynécologue humaniste, qui soutient les soins humanisés, qui a tout le temps fait la promotion de l'accouchement humanisé, tout le temps qu'il a été directeur des affaires médicales au Chumel. Il a été co-directeur de cette thèse. Je vais vous lire une petite portion de l'introduction. Il y a une partie qui m'intéresse. On dit la position horizontale dorsale, entre parenthèses ou décubitus dorsale, sur la table d'accouchement est bien ancrée dans la pratique obstétricale. Donc, quand quelqu'un dit que c'est cette position que tout le monde utilise au plan mondial, on pense qu'il est en train de dire la vérité. Mais quand on voit les choses de façon globale, de façon spécifique, nous devons savoir qu'il y a des maternités modèles et qu'il y a des CHU modèles. Des CHU dans lesquels nous avons fait nos stages. Si je prends le Japon par exemple, où il y a l'hôpital Shona Kamakura, il y a l'hôpital Shona Asugi, où quand vous allez, il n'y a que les soins humanisés. Quand je prends le Maroc, il y a la maternité des Orangers qu'on a à Rabat et qui est une maternité de référence. Je vais m'en arrêter là et revenir dans l'introduction. On dit, il s'agit d'une position commode pour les médecins. Commode pour les médecins, leur permettant de dispenser des soins, de pratiquer des extractions instrumentales ou encore une épisiotomie. Mais, écoutez très bien, on dit mais, elle est plus inconfortable pour les parturientes. Et leur est souvent systématiquement, une femme maintenant peut décider librement. On a dit consentement libre, éclairé, renouvelé. Donc la femme a le droit de choisir sa position. Si la femme sait qu'elle peut refuser la position gynécologique, adopter d'autres positions qui vont l'arranger, elle va faire ce choix. Et l'accoucheur sera obligé de respecter. Parce qu'on a bel et bien dit que c'est une position qui arrange le médecin, mais qui est inconfortable pour la parturiente. Je vais continuer la lecture. Dans cette position, la force d'expulsion pèse sur le périnée. Si la force d'expulsion pèse sur le périnée, ça va faire éclater le périnée. Ça va appeler à faire encore une autre violence. La position gynécologique est une violence obstétricale. L'épisiotomie est une autre violence obstétricale. Et quand on met la femme en position gynécologique, ça appelle à faire une épisiotomie, une autre violence. Donc il y aura des kyrielles de violence obstétricale. Étant lanceuse contre les violences obstétricales, et contre les normes historiques nuisibles pour la santé, je dois me baser sur des preuves pour pouvoir sensibiliser la population et mes collègues agents de santé qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces informations. Je rappelle que c'est une thèse de 2008-2009 et nous sommes en 2026. Donc nous devons quand même partager les informations et partager avec vous les recommandations des thèses dans la rubrique mentorat parajuridique, pour pouvoir susciter la réduction des violences obstétricales en Afrique et au Bénin. Je continue ma lecture. On dit dans cette position, la force d'expulsion pèse sur le périnée
et la pesanteur n'est pas efficacement utilisée au moment de l'expulsion du fœtus. Les positions verticales, position debout, assise, accroupie, à quatre pattes, sont des positions dans lesquelles la pesanteur pèse plutôt sur l'ensemble de l'orifice vaginal. Dans ces positions, la force d'expulsion peut être utilisée au mieux. Elles sont meilleures pour la circulation sanguine au niveau de la partie inférieure du corps. Elles permettent ainsi d'alimenter davantage en oxygène le fœtus. Donc, si on veut sauver le fœtus, on ne peut pas mettre une femme en travail dans une position, le poids de l'utérus va empêcher les circulations sanguines et cela voudra dire que volontairement, on ne voudrait pas que le fœtus soit enrichi en oxygène. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la thèse, dans l'introduction. J'irai un peu en bas et partager autre information avec vous. On dit que dans les autres pays, comment le changement a été fait, certains obstétriciens importaient des chaises spéciales pour accoucher en position libre. Donc, dans cette introduction, l'intéressé a rappelé un peu comment dans les autres pays, on a pu changer de comportement. Si on attend les autorités sanitaires ou les directeurs d'hôpitaux, on ne va pas bouger. Mais chacun apporte sa pierre à l'édification. Moi, je ne dis pas aux médecins béninois ou aux médecins africains d'acheter le matériel, mais ils n'ont qu'à exprimer les besoins. Parce que nos autorités sont disponibles. S'ils comprennent ce pourquoi on a exprimé ces besoins, étant donné qu'ils sont pour l'atteinte de l'ODD3 et particulièrement de la vision 2030 de la pratique sage-femme, ces matériels d'humanisation de l'accouchement seront achetés et toutes les maternités du Bénin dans les 12 départements seront équipées, de même que les autres maternités d'Afrique qui sont en manque du matériel. Et pour ne pas prendre assez de temps, j'irai très rapidement vers les recommandations de cette étude. Au niveau de la partie suggestions, recommandations, je vais lire ce qui concerne le ministère de la Santé. En ce moment, le ministère était appelé ministère de la Santé publique. Donc, dans le document, on a mis suggestions, recommandations. Au thème de ce travail, eu égard aux résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes. À l'endroit des autorités politico-administratives et sanitaires, le ministère de la Santé publique, 2 points. La formation des sages-femmes et obstétriciens, déjà en fonction, l'intégration de l'accouchement en position libre dans la formation professionnelle, c'est-à-dire à l'école des sages-femmes et à l'endroit des gynécologues, disons des 2S. Et puis on a mis à la suite afin que ce type d'accouchement se naturalise. Donc les accouchements en position libre, on doit les enseigner déjà en formation initiale. Vous savez très bien si le médecin ou la sage-femme n'ont été formés que sur des pratiques humanistes, ils ne pourront mettre en œuvre que ces pratiques. C'est parce qu'on continue d'enseigner la position gynécologique, qu'on continue d'enseigner l'épisiotomie, qu'on continue d'enseigner les actes violents, que les gens ont tendance à les appliquer parce que c'est ce qu'on leur a appris. Maintenant, on demande à ce que les curricula soient actualisés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la thèse qui a été rédigée au Bénin entre 2008 et 2009, soutenue, et qui a fait des recommandations. Je continue la lecture. En tant que sage-femme juriste, je dois partager avec vous les informations juridiques et parajuridiques. Donc, dans cette rubrique, on dit un plaidoyer auprès du public. Ce que je suis en train de faire. Un plaidoyer auprès du public afin de l'informer de la tendance actuelle et bénéfique qu'est l'accouchement en position libre. Même si on a des moyens financiers, on n'aura pas le temps de parcourir département par département, pays par pays, pour couvrir l'Afrique francophone. C'est vrai, je dis que je travaille avec 10 pays, mais ça, c'est de façon continue. Dans l'association, disons dans la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, il y a 15 pays. Et dans les autres pays aussi, de façon ponctuelle, ou par moment, les gens me sollicitent sur certaines choses concernant les stratégies de promotion de l'accouchement sans violence, les stratégies de riposte aux violences gynécologiques et obstétricales, comment se prendre dans un milieu où le patriarcat médical est très ancré, là où il y a des inégalités de pouvoir, là où les sages-femmes audacieuses ne sont pas dans les instances de décision. L'ICM, qui est la Confédération internationale de la sage-femme, a recommandé que toutes les sages-femmes leaders
puissent communiquer en ligne cette année. Donc, on est obligé de libérer la parole en ligne pour toucher beaucoup plus de cibles parce qu'on est à 4 ans de l'échéance de la vision 2030 de la pratique sage-femme qui recommande fortement l'effectivité de la mise en œuvre des soins humanisés, de l'accouchement sans violence et autres. Donc, déjà depuis 2008 et 2009, au Bénin, des médecins ont recommandé qu'on fasse un plaidoyer auprès du public. Mais les gens n'ont pas le courage de le faire. Et moi, étant donné que je suis à la fois sage-femme et juriste, ça rentre quand même dans mes domaines de compétences. Je continue la lecture des recommandations. On a dit l'informer de la tendance actuelle et bénéfique qu'est l'accouchement en position libre. Démystifier certaines femmes pour qui accoucher en position accroupie ou à 4 pattes est une idée incongrue. Encore que là, nous devons préciser que quand nous allons en formation, en stage à l'extérieur, les gens reconnaissent que les femmes, dans le passé, accouchaient en position libre. C'est la médicalisation, le biopouvoir qui a fait qu'on a commencé à contrôler le corps des femmes en les mettant sur une table d'accouchement. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que l'accouchement sans violence, c'est un problème des Blancs, c'est une pratique utilisée ailleurs. Il y en a qui disent que oui, quand les gens voient des documentaires, des films fiction, on vient et puis on calque, on pense que c'est une bonne méthode. Non, beaucoup ont rigolé. Je m'en vais vous dire, par exemple, quand on parle d'accouchement aquatique, cela ne voudra pas dire que la femme ira accoucher dans la mer. Non, non, pas du tout. C'est parce qu'on a besoin de baignoires de dilatation, gonflables pour ceux qui n'ont pas de l'argent ou installés pour ceux qui ont de l'argent. C'est une réponse à une question qui persiste et qui revient chaque fois et chaque année. Je continue la lecture. On a dit la construction dans les grandes maternités du Bénin de salles équipées pour l'accouchement en position libre. On ne peut pas demander aux sages-femmes d'atteindre les objectifs si on ne met pas à leur disposition les moyens qu'il faut. Et si on n'exprime pas les besoins non plus, les décideurs ne sauront pas de quoi les sages-femmes ont besoin pour pouvoir mettre en œuvre les bonnes pratiques. On a dit l'intégration de la kinésithérapie obstétricale dans le suivi global et notamment l'utilisation du ballon prénatal. Je finis cette partie, mais je ne sortirai pas du document avant de vous lire quelques recommandations de l'OMS sur lesquelles l'intéressé s'est basé pour rédiger sa thèse. Vous savez, quand nous parlons de position gynécologique, d'épisiotomie, on dit que c'est une violence, la ventouse, etc. Les gens pensent qu'on parle en l'air ou qu'on est là à faire de la fatalité ou de l'utopie. Dans cette thèse, soutenue en 2008-2009, la personne a essayé de mettre en référence, d'annexer les catégories des pratiques. Quand on prend la catégorie B, des pratiques que l'OMS refuse qu'on utilise, des pratiques qui sont interdites, le titre qui est donné est ceci. Pratiques qui sont à l'évidence nocives. Pratiques à l'évidence nocive ou inefficaces et qu'il convient d'éliminer. Quand il s'agit de convention, on ne met pas interdiction. Mais il faut comprendre la formulation pour savoir que c'est une interdiction. Parce que quand on dit que quelque chose qui convient d'éliminer, ça veut dire que ce n'est pas recommandé. Et dans cette catégorie, le point 5, mais utilisation de la position dorsale pendant le travail. Utilisation systématique, ce qui est vrai. Parce que toutes les personnes qui parlent et qui commentent nos capsules de sensibilisation disent que c'est la position qui est adoptée partout. Donc l'adoption systématique de cette position est bel et bien une évidence nocive, inefficace, qu'il convient d'éliminer. Quand je vais au point 9, le point 9 dit « Utilisation systématique de la position gynécologique avec ou sans étrier pendant le travail ». Or, quand nous sillonnons les cliniques aussi d'accouchement que les sages-femmes ouvrent, je ne sais pas jusqu'à présent comment ça se passe, mais il y a de cela, en 2024, on a fait un travail à ce niveau et toutes les sages-femmes ont dit que dans la liste du matériel, la liste qu'il faut pour équiper, pour avoir l'autorisation des essais en clientèle privée, on dit qu'il faut acheter les tables avec étrier. Or, la table déjà a un outil de non-humanisation des soins. Normalement, à la place de la table, on devait avoir les outils alternatifs, l'équipement qu'il faut. Mais pourquoi exiger qu'on mette encore
des tables avec étrier. Ça veut dire qu'on veut bloquer les mouvements de la femme. Or, la femme en travail doit avoir la liberté de mouvoir. Donc, j'ai essayé de commenter un peu pour que vous compreniez. Les pratiques ne sont pas finies. J'irai à d'autres pratiques. En dehors des pratiques catégorie B, il y a les pratiques catégorie D qui sont énoncées comme suit. Pratiques fréquemment utilisées à tort. Et quand on rentre dans pratiques fréquemment utilisées à tort, dans le document, au point 12, on a mis extraction instrumentale. Et en matière obstétricale, quand on parle d'extraction instrumentale, il y a bel et bien la ventouse et le forceps. Et les collègues nous disent que dans les formations SONU, on leur dit de continuer. Et quand vous ne faites pas assez de ventouse, on trouve que vous êtes inefficace. Il y a des médecins aussi qui continuent d'utiliser le forceps. Toutes choses utilisées à tort parce que c'est des violences obstétricales. Il y a l'utilisation courante ou systématique d'épisiotomie. C'est l'OMS qui l'a inscrit. Et le médecin en question a rappelé ça dans la thèse. Donc, c'est des pratiques à éliminer. C'est des pratiques qui sont sur la liste des violences obstétricales. Et l'épisiotomie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, il n'y a pas de règle sans exception. Mais les exceptions élargies là, AFA a déjà refusé ça. La seule condition où on peut constater que vous n'avez pas abusé, c'est que vous avez la preuve de ce que la femme qui accouche a eu des MJF qui font que, quel que soit ce qu'on fait, même si elle fait un massage périnéal, ça ne va pas répondre. Mais est-ce que les accoucheurs ont des preuves? Si vous n'avez pas de preuves, là, c'est un problème. Et je m'en vais vous dire que quand il y a épisiotomie et que la personne va rester en justice, j'avais dit dans l'une de mes capsules que dans certains pays, c'est 10 ans d'emprisonnement pour plus paiement de 150 000 francs d'euros, etc., etc. L'autre chose, on peut demander de réparation. Et quand on demande de réparation, ce n'est pas seulement à l'endroit de la femme. Pour le préjudice sexuel que vous causez, vous allez dédommager non seulement la victime, mais vous allez dédommager aussi son conjoint. Donc, est-ce que les gens sont informés de ces choses? Nous ne savons pas. Bref, c'est pour ça que nous avons décidé, à travers nos séances de mentorat parajuridique, de vous apporter des informations justes, scientifiquement justifiées, scientifiquement prouvées, parce qu'on nous a dit de faire de la médecine basée sur l'évidence et d'offrir des soins maternels respectueux. Et dans notre prochaine capsule, nous allons vous parler des soins maternels respectueux. Nous allons essayer de vous résumer un peu ce que c'est que, quelles sont les informations importantes qui se retrouvent dans la vision 2030 de la pratique sage-femme que le Bénin doit atteindre en 2030. Nous sommes en 2026. Il ne reste que 4 ans. Ok, ciao, ciao. À bientôt. Merci.